Salut, je suis Olivia et aujourd'hui je te coach pour que tu réussisses enfin à construire un plan de commentaires très efficace. Je ne te promets pas une solution magique, mais un ensemble de techniques, d'astuces éprouvées pour une méthode pas à pas qui puisse véritablement transformer ta note. Je vais donc endosser le rôle d'une lycéenne qui vient de recevoir sa copie d'examen, un sujet tombé en 2022 au bac français que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Mon objectif, disséquer un extrait choisi presque en temps réel et, grâce à mon analyse, élaborer un plan. Tu l'as compris, ce tuto n'est pas comme les autres. Alors oui, il est un peu plus long, mais je voulais aller au fond des choses avec toi pour que tu fasses véritablement la différence le jour J. Tu t'apprêtes donc à découvrir des réflexes en or à adopter dès que tu reçois ton sujet, des astuces pour repérer un maximum de procédés dans ton texte, des stratégies coup de pouce pour trouver les titres de tes grands axes. À tout de suite! Et voilà, je viens de recevoir ma copie. Je peux immédiatement compter les feuilles pour m'assurer que mon document est complet, la page de garde, la deuxième page consacrée aux commentaires, ce qui m'intéresse ici, et la troisième page consacrée au sujet de dissertation. Ce qui va être maintenant très intéressant, c'est de regarder l'objet d'étude qui est indiqué juste au-dessus de mon texte. Ici, je sais que je vais tomber sur un extrait de roman du Moyen-Âge au XXIe siècle. Il est temps maintenant, non pas de lire mon texte, mais de constituer une petite checklist sur mon brouillon qui va répertorier les procédés qui se retrouvent souvent dans un roman, comme par exemple les points de vue narratifs, les paroles rapportées, cela peut être du discours direct, c'est-à-dire du dialogue, du discours indirect libre. Je dois faire également attention au type de texte dont il va être question. Est-ce qu'il s'agira d'une description d'un lieu, d'un portrait de personnage, d'un passage dialogal, donc un dialogue, d'une scène d'action, d'une scène de rencontre. Je dois aussi me noter ce petit mot temporalité qui fait référence à la gestion du temps à travers mon extrait. Je peux y retrouver des flashbacks que l'on appelle analepses, ou bien des bonds dans le futur, des prolepses. Et je peux enfin lister quelques figures de style qui peuvent se retrouver dans un extrait de roman, comme la métaphore, la comparaison ou bien la personnification. À ce moment-là, j'ai évidemment très envie de me plonger dans la lecture, mais je me retiens. Je vais observer le paratexte, regarder le nom de l'auteur, ici de l'autrice, cela me dira quelque chose ou pas. Je vais également observer la date de publication de l'œuvre. Cela peut me donner une information sur le contexte historique, peut-être même m'aider à déterminer le mouvement littéraire dont il est question. Ici, je note des guillemets, cela signifie qu'il s'agit du titre du chapitre, Les Frères. Jour de colère est en italique, il s'agit donc du titre de l'œuvre. Ce titre est très important parce qu'il peut me donner éventuellement des indices sur le contenu du texte. Ensuite, c'est primordial, je vais examiner ce fameux texte justement. Plusieurs éléments vont particulièrement m'intéresser. D'abord sa structure. J'observe immédiatement qu'il y a ici 3 paragraphes très marqué. On a tendance à dire qu'un paragraphe est égal à une idée, donc c'est important de le noter. Ensuite, je peux observer la longueur des phrases. Ici, j'ai la sensation au début du texte qu'il y a des phrases relativement courtes, et puis tout à coup, là, je vois que la phrase est beaucoup plus longue. Donc, j'ai l'impression que dans ce texte, il y a des phrases courtes et des phrases longues qui vont se mélanger. C'est intéressant, je verrai ce que je peux en faire par la suite. Une chose m'interpelle ici, je n'observe pas de ponctuation expressive, ni point d'exclamation, ni point d'interrogation. Je note la présence uniquement de points et de points-virgules, et évidemment d'un certain nombre de virgules pour relancer la phrase. Ici, je vais me demander très rapidement s'il y a des mots qui ressortent particulièrement dans ce texte. Il s'agit vraiment d'une analyse subjective, cela va me concerner moi. Je remarque immédiatement que le mot « chant » est répété ici, je le vois, sans même lire le texte. Tiens, le voilà à nouveau ici et encore ici. Et puis je note également la présence d'un connecteur logique au début du deuxième paragraphe, car c'est aussi une conjonction de coordination.
Et enfin, dans le troisième paragraphe, qui est d'ailleurs beaucoup plus petit que les autres, je remarque la présence de prénoms, ou en tout cas de noms de personnages. Il s'agit probablement de noms propres, puisqu'ils commencent par une majuscule. Avant de lire le texte, il me reste juste une chose à sonder, c'est ce qui se trouve juste au-dessus du texte, le chapeau explicatif. Je rappelle qu'il est écrit par des professeurs pour me mettre sur la voie, pour m'aider, donc je vais y prêter une grande attention. Je vais donc essayer de répondre aux 4 questions magiques, le où, le quand, le qui, le quoi, grâce à ce tout petit texte. Je me munis de mon fluo dans un passé indéterminé, le quand. Dans les forêts du Morvan, le où. Je peux aussi noter que cet extrait se trouve dans le chapitre Les frères. Le qui se trouve à la fin de mon chapeau explicatif, les 9 fils d'Ephraïm Maupertuis et de Renette Lagrasse. Il ne me reste plus qu'à répondre au quoi. C'est peut-être la question la plus difficile. Elle a attrait au thème du texte, à son contenu. Ici, je vais surligner le verbe présente. Je peux déjà faire une hypothèse. Je suppose que le narrateur va faire un portrait de ses fils. Il est maintenant temps de passer enfin à la lecture. Bien sûr, je peux lire le texte 1, 2, 3 fois et je peux commencer déjà à repérer un certain nombre de choses. La réponse aux 4 questions magiques que l'on a vues tout à l'heure pour le chapeau explicatif, le où, les forêts, les sentiers, les pèlerins de Vézelay vers Saint-Jacques-de-Compostelle et enfin la maison. Tiens, c'est drôle, il n'y a pas tellement d'informations qui concernent le camp, il y a juste vieux de millions de siècles qui concernent le sol et qui effectivement donne une information temporelle. Ce n'est pas toutefois le temps de l'histoire, c'est simplement une donnée qui remonte aux origines. En ce qui concerne les personnages, eh bien on remarque que le pronom personnel pluriel il est répété à plusieurs reprises, ici, encore ici, etc. On a également eux, ligne 10. Je remarque en tout cas qu'il n'y a pas de prénom, leur identité reste assez mystérieuse. Je sais qu'il est également très important de repérer certains procédés qui se retrouvent à tous les coups dans tous les textes. Alors je me dis, tiens, il serait peut-être intéressant de repérer déjà les champs lexicaux. Je rappelle qu'un champ lexical est un groupe de mots composé de 3 mots minimum qui se rapportent au même thème. Ici, je vois que le mot forêt est répété, je me demande donc si je ne vais pas trouver le champ lexical de la nature. Et oui, étang, herbe, fougère, ronce, etc. J'ai vu tout à l'heure que le nom commun champ était important puisqu'il est répété à plusieurs reprises. Je me demande donc si je ne peux pas trouver le champ lexical du son, du bruit, de la chanson peut-être. Cri, clameur, résonance, stridence, et puis chant évidemment. Je fais ce repérage dans le premier paragraphe, mais je peux bien entendu continuer à faire exactement la même chose pour les 2 paragraphes suivants. Je me souviens aussi que le titre de l'œuvre, c'était Jour de colère. Je me demande dans quelle mesure je ne vais pas retrouver cette idée de colère dans le texte, avec un champ lexical. Tiens, le mot colère est cité à la ligne 9. Je peux aussi relever le nom commun dureté à la ligne 2, l'adjectif brutal à la ligne 6 et le nom commun colère qui est répété à la ligne 10. Tous les autres procédés qui vont me sauter aux yeux, je vais les noter sur le texte, plutôt au crayon à papier afin que je puisse à la fin gommer un certain nombre d'informations et ne pas avoir un texte trop chargé. Par exemple, de la ligne 1 à la ligne 2, je note tout de suite une énumération. Je peux aussi noter la répétition du nom commun colère. C'est vrai, on n'y pense pas souvent à cette répétition, mais c'est forcément voulu par l'auteur. Celui-ci n'est pas maladroit, il sait très bien écrire, donc si il répète un mot, ce n'est pas un hasard. Je vais maintenant passer au crible l'intégralité de ce texte, de la première ligne jusqu'à la dernière ligne, et donc faire une analyse linéaire. Toutefois, je sais très bien qu'à la fin, mon plan ne devra pas suivre l'ordre du texte. Pour mener à bien cette mission, je vais utiliser 2 outils. Je vais me noter sur mon brouillon un code composé de 4 lettres LGSG. Ce code est là pour m'aider à retrouver le plus de procédés possibles dans mon texte. Les procédés lexicaux, champs lexicaux, vocabulaire
péjoratif, mélioratif, polysémie, le jeu sur les mots, etc. Les procédés grammaticaux, les phrases, les temps, éventuellement la nature et la fonction grammaticale, les procédés stylistiques, bien sûr, les figures de style, et enfin les procédés liés au genre. C'est ce que j'ai noté dans ma checklist de tout à l'heure, tout ce qui a un rapport avec le roman. Je vais m'aider également d'un petit tableau que je vais tracer rapidement sur mon brouillon. Si cela me prend trop de temps, je peux aussi tout simplement créer une sorte de liste ou bien quelque chose qui ressemble à un schéma, une carte mentale, pourquoi pas. Citation, ici je vais pouvoir noter les numéros de ligne ou éventuellement de très courtes citations. Procédé, donc cela renvoie à toutes les techniques littéraires qui sont utilisées par les auteurs pour créer un effet. Je rappelle que j'ai fait toute une série de vidéos sur les procédés d'écriture. Et dernière colonne, l'analyse. L'objectif, c'est de me demander pourquoi le procédé est là, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il engendre comme effet chez moi, qu'est-ce qu'il fait naître comme émotion. Mais je décide de rajouter une quatrième colonne à mon tableau. Cela correspondra à l'idée, c'est-à-dire à des pistes déjà pour des grands axes ou des sous-axes, des sous-parties de mon commentaire. Maintenant, je vais passer mon texte au crible à l'aide de mon code LGSG. Dans un premier temps, je vais donc tenter de me concentrer sur les procédés lexicaux. Comme je préfère avancer par étapes, je vais d'abord observer mon premier paragraphe. Bonne nouvelle, grâce à mon travail préparatoire, j'ai déjà repéré 3 champs lexicaux. Je m'intéresse maintenant au vocabulaire utilisé. Un vocabulaire mélioratif avec puissance, joie, et si je déborde un peu, amour, au début du deuxième paragraphe. Ces 3 noms communs mettent en lumière la force et l'humanité de ces hommes des forêts. Vocabulaire péjoratif maintenant, avec solitude, dureté, colère, ce qui me fait penser que ces individus sont indépendants, peut-être coupés du monde, et même un peu sauvages. Les procédés grammaticaux sont assez nombreux. J'ai déjà vu tout à l'heure que la première phrase commençait avec un pronom personnel pluriel. Ce pluriel est assez intéressant. Le narrateur aurait pu décrire les 9 fils les uns après les autres, proposer un portrait physique détaillé de chacun d'entre eux, un portrait moral. Mais ici, en tout cas dans ce début de texte, l'on reste dans le collectif. Je regarde bien entendu les temps qui sont utilisés. L'imparfait dans la première phrase, je m'interroge sur sa valeur et j'imagine qu'il est utilisé ici pour décrire. Le plus que parfait dans la seconde phrase. Un temps composé qui marque l'antériorité. Et les forêts les avaient faits à leur image. C'est comme si les forêts étaient intervenues avant l'apparition des hommes et qu'elles avaient pris part à la création de ces individus. Cette formulation me fait un peu penser au récit qui raconte les origines, la création du monde, la façon dont il a été façonné. Étrange, par la suite, plus aucun verbe conjugué jusqu'au nom commun ronce, ligne 4. Ici, il s'agit donc d'une phrase simple, très courte. Ici également. La troisième phrase est une phrase non verbale puisqu'elle ne comporte aucun verbe conjugué. Et la quatrième phrase est également une phrase non verbale. C'est assez original parce qu'elle est longue. Simplement 2 participes présents, bruissant, ligne 3, et saillant, ligne 4. D'ailleurs, de la ligne 5 à la ligne 8, je retrouve des phrases non verbales, aucun verbe conjugué. Je passe maintenant au S pour procédé stylistique. Les figures de style, je les repère souvent parce qu'elles me surprennent. Par exemple, ici, je trouve assez étonnant que la première phrase se termine par le mot forêt et que juste après, je retrouve le mot forêt au début de la phrase suivante. C'est une drôle de répétition et en termes de structure, je me demande s'il n'y a pas une sorte d'effet miroir, peut-être même de chiasme. A, B, B. Tiens, le même phénomène se retrouve. Le mot dureté et le mot dureté. Encore cet effet miroir. Dès que j'ai observé le texte, j'ai noté la répétition de un chant qui est donc une anaphore puisque cette expression se retrouve en début de phrase. Étonnant aussi de voir cette alliance avec ce substantif joie qui s'oppose avec le substantif colère. On pourrait parler d'antithèse. Puisque je m'intéresse aux oppositions, je vois également été écrasant de chaleur, longs hivers pétrifiés sous la neige. Cela pourrait être un parallélisme. Été correspond à hiver,
Chaleur pourrait correspondre à neige. Mais comme été et hiver ou chaleur et neige s'opposent, je pourrais parler d'un parallélisme antithétique, c'est-à-dire un parallélisme qui comporte une antithèse, une opposition. Dernière lettre, le G pour genre, c'est-à-dire tous les procédés qui sont liés au genre littéraire en question, le roman. C'est très clair, cet extrait est un portrait de ces hommes des forêts. Le narrateur n'apparaît pas dans l'histoire, il ne s'agit pas d'un personnage à part entière, un narrateur donc extérieur. Il semble tout savoir, l'on a l'impression qu'il s'agit d'un narrateur omniscient. Au lieu de noter les informations de cette analyse sur mon texte, je les centralise, autrement dit, je les regroupe au même endroit dans mon tableau, pour avoir une vision globale de mon extrait. J'ai d'ailleurs ajouté quelques éléments qui me semblent assez essentiels, très importants, comme le groupe nominal homme des forêts est un complément du nom, ou dureté puisée dans celle de leur sol commun, puiser est un participe passé, je vais exploiter tout cela. Une petite astuce me permet de savoir que j'ai bien travaillé. Si je mets en couleur les différentes familles de procédés, je vois que le code LGSG a fonctionné, que les techniques d'écriture que j'ai relevées sont assez variées. À chaque fois, j'associe donc un procédé à une analyse. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Ton interprétation ne sera peut-être pas aussi poussée que la mienne. Le pronom « il » renvoie au collectif, au groupe. Cela crée le mystère car on ne connaît pas l'identité exacte de ces personnages. Le complément du nom des forêts met en avant que ces hommes sont liés à la nature, à leur environnement. Je me fais aussi la remarque que la forêt est un lieu de légende, comme la forêt de Brocéliande par exemple. Les phrases simples et non verbales sont là pour décrire et poser le décor ancestral, c'est-à-dire qui remonte à très loin, presque aux origines. L'énumération donne du rythme au texte, et la présence de vocabulaire mélioratif ainsi que péjoratif évoque un mélange de force et de sauvagerie chez ces 9 frères. La structure sous forme de chiasme crée un effet miroir qui souligne le lien si particulier, si étroit, qui existe entre ces hommes et la nature. Puiser du sol me donne l'impression que les hommes extraient leur pouvoir de la terre, qu'ils ont justement comme des pouvoirs magiques. Le champ lexical de la nature montre bien sûr qu'elle est omniprésente dans ce texte, comme s'il s'agissait d'un personnage à part entière. Celui de la force, de la colère, montre la puissance sauvage de ces hommes des forêts. L'anaphore un chant me fait penser à un hymne puissant, un peu mystérieux, un peu mystique. L'antithèse joie-colère au pluriel montre bien que tous ces hommes éprouvent les mêmes émotions, très contrastées. À la fin de mon analyse linéaire, je peux faire 2 choses. D'abord, me demander quel registre littéraire dominant est présent dans ce texte. Ensuite, remplir la fameuse dernière colonne intitulée « Idées ». Ici, plutôt que faire des phrases très longues, ou même de la prise de notes, je vais résumer en 1 ou 2 mots le thème qui ressort de chaque analyse. Cela donne ça: collectif, mystère, union avec la nature, légende, portrait, poésie, etc. Et hop, je mets un code couleur pour repérer les thèmes qui reviennent. Cela va sacrément m'aider pour la réalisation de mon plan. Et justement, il est maintenant grand temps d'élaborer mon plan grâce au mot de la colonne idée. Pour la première partie, je vais utiliser cette technique infaillible. Je caractérise d'abord le texte, autrement dit, je donne le type de texte dont il est question, et j'ajoute un adjectif après, pourquoi pas quelques infos en plus. Un portrait collectif, voilà mon adjectif, de qui? Des hommes des forêts. Dans la deuxième partie, je peux décider de développer un thème qui m'a semblé essentiel, très important. Ici, je vois que l'idée union avec la nature est très présente. Mais je me dis que je ne vais peut-être pas avoir assez à dire, donc j'ajoute un adjectif et je reformule le tout. Une fusion poétique, voilà mon adjectif, entre ces hommes et la nature. Dans la troisième partie, je peux mettre en lumière l'originalité du texte, la vision de l'auteur sur quelque chose ou sur quelqu'un, un éloge, une dénonciation, ou bien, pourquoi pas, évoquer un registre littéraire dominant. Je choisis de me concentrer sur l'ambiance de légende et le registre teinté de merveilleux, ce qui donne des personnages légendaires au cœur d'une nature teintée de merveilleux. Je suis rassurée, mon plan est efficace, logique et progressif. Il va du plus évident au moins évident. Si tu as tenu jusqu'ici, tu l'as bien mérité. Voici le récap de ma méthode pas à pas pour trouver un plan en or. 1. J'élabore une checklist des procédés liés à l'objet d'étude pour ne rien oublier et aiguiser mon regard. 2. J'observe attentivement le texte et le paratexte. 3. J'essaie de répondre aux 4 questions basiques où, quand, qui, quoi, grâce notamment aux champs lexicaux.
4. Je fais une analyse linéaire et à la fin, je me demande quel est le registre du texte. 5. Je remplis la dernière colonne de mon tableau intitulé Idées. 6. Je peux enfin formuler mes titres. Ta coach elle aussi a besoin de soutien. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce levé ou à t'abonner à ma chaîne. À très bientôt!